Salut, c'est Guillaume Canet. Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume et encore plus à Cannes. Cannes, jour 4, c'est les 3 F, hein. C'est la fatigue, le festival et le frigo. D'ailleurs, des petites news par rapport au frigo, nous avons eu le propriétaire. Il va pas te réparer d'ici la fin de Cannes, donc nous allons devoir en faire 100. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le retour de John à notre micro. Hello. Tu viens compenser l'absence de frigo. Ouais, tout à fait. Comment ça se passe, John, ton petit festival en ce moment ? Là, ça va. Là, on est sur une journée, pour l'instant, un peu chill, quoi. Un film, et puis potentiellement 3 ce soir. Mais sinon, sur le début du festival est vraiment très intéressant. Voilà, donc là, ça vous montre bien qu'est-ce que c'est le festival de Cannes. C'est que quand tu vois 4 films dans la journée, tu dis c'est une petite journée aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est ça, 4 films. Après 2 journées à 10, 10 films au total, c'était... Oui, parce que je veux dire, ne la fais pas, t'as pas vu 10 films. 5 par jour, c'est le max. Hein. C'est le minimum aussi. C'est le minimum, il faut le dire. Voilà, la fatigue commence à bien s'installer, mais nous avons pris une petite journée. D'ailleurs, je tiens aussi à m'excuser que l'épisode que vous écoutez aujourd'hui arrive un petit peu tard, parce que forcément, il y a le dodo et il y a tous les films à voir. Aujourd'hui, petit programme, non, que de la compète. Nous allons vous parler de 3 films. Nous allons vous parler de Bird d'Andrea Arnold, du très attendu Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos et enfin du Au Canada de Paul Schrader. Et John, tu nous glisseras un petit mot pour le Parvus 3 km avant la fin du monde ? Tout à fait. Exactement, voilà. Nous allons commencer par ce qui était personnellement une de mes plus grosses attentes, à savoir Bird d'Andrea Arnold. Et John, je me permets de commencer cette introduction. Je t'en prie. Alors, comme je viens de vous le dire, Bird, c'est un film que j'attendais pas mal parce que Andrea Arnold, quand bien même je n'ai vu que 2 films d'elle, à savoir American Honey et Les Hauts de Hurlevent, c'est une réalisatrice qui, ça se voit qu'elle a déjà une patte à elle, et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans son cinéma, la manière dont elle va filmer ses personnages de manière très proche, c'est le long silence qu'elle va laisser pour laisser ou les relations durer par des jeux de regard, ou alors juste montrer l'environnement dans lequel évoluent les personnages, donc faire des points sur des détails, sur quelque chose de très organique. Donc il y a quelque chose de pas rassurant, mais vraiment de doux et chaleureux dans son cinéma, donc j'attendais Bird avec une certaine impatience. Et bien Bird vient de sortir, on l'a vu hier. Pour ma part, ça a été mes premières larmes cannoises. Et bon, là c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c'est actuellement ma palme d'or. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue en fonction des autres films qui vont arriver, notamment le Karim Maïnouz que j'attends vraiment beaucoup. Mais c'est ma première palme. L'histoire, l'histoire, pour faire au plus simple, c'est on va suivre une semaine de la vie d'une jeune fille dans une ville un peu éloignée de l'Angleterre, reculée on va dire. Qui s'appelle Bailey d'ailleurs. Bailey, ouais, exactement, voilà, qui a 12 ans dans le film. Et en fait, on va la voir entre son père et sa mère qui sont divorcés, voir le mariage de son père en train de se refaire, etc. Enfin, on va la suivre dans ces petites pérégrinations. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à travers du coup ces moments de vie qu'elle va filmer, parce que c'est vraiment ce que veut essayer de montrer Andrea Arnold, elle va dépeindre tout un village, toute une vie de cette jeune fille à travers les moments positifs et négatifs, les relations conflictuelles qu'elle a avec ses parents, la solitude aussi qui est très appuyée dans ce film, et aussi Bird qui donne le nom à ce titre de film, ce personnage un peu étrange et mystérieux qui décerne en lui mais une douceur, une humanité mais folle, absolue. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la manière dont on va filmer les lieux dans lesquels évoluent les personnages, là aussi elle va vraiment prendre le temps de poser un cadre, de montrer cette maison un petit peu délaissée complètement, limite on pourrait croire que c'est du squat, le film ne le dit jamais explicitement, mais c'est un squat, hein. C'est dit explicitement. C'est un squat, de toute façon. Quand tu vois la maison, oui, tu te doutes un petit peu. Après, on a du mal à se repérer parce que c'est un immeuble, donc c'est très vaste. Alors, combien de personnes il y a dedans, mais on arrive à imaginer un petit peu les pièces où ils vivent, mais ça paraît vaste. Donc c'est vrai que c'est considéré comme un squat. Hein, et ça décèle de détails. Vraiment, je crois que les personnages vivent ici. Je crois que ça fait vraiment des années qu'ils connaissent ça, ils n'ont rien connu d'autre aussi. Que voilà, il y a la plage qui se trouve au loin, mais je crois tout ce que je vois et je trouve qu'elle arrive vraiment à, déjà dans la manière dont elle filme ça, il y a quelque chose de très sincère et que j'aime énormément. Puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a aussi autre chose qu'on retrouvait notamment dans American Honey, c'est ce truc d'appartenance. Là, c'est
je me sens vraiment faire partie de la vie de Bailey et je la suis, et en plus avec cette caméra à épaule toujours proche du personnage pour être à fond dans ses émotions, ses ressentis. Bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a vraiment une tendresse et c'est très intimiste comme film, comme beaucoup dans ce cinéma. Et toi, John, je te laisse la parole. Tu me disais c'est un petit peu un maxi best-of du cinéma d'André Arnold. Ouais, complètement. Vous avez tout, hein. Vous avez le steak, les frites et la boisson, même le dessert vous est offert. Donc, c'est dire, ah oui, et le dessert qu'on n'a pas habituellement. Non. Si tu vois la métaphore, les gens ne doivent pas comprendre, mais de toute façon, on en parlera. Non, franchement, moi j'ai commencé à m'intéresser au cinéma d'André Arnold avec Fish Tank à l'époque où j'étais. C'était pas son premier ? Alors, non, il y a eu Red Road avant. Non, c'était pas son premier, mais où je tombais amoureux de son cinéma directement, comme de son actrice principale à l'époque. Mais dans celui-là, ça parle, quoi, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle déploie dans Fish Tank, elle va le déployer aussi dans American Honey et dans son dernier film, quoi. Et puis même dans Co. Oui, c'est un documentaire. Et moi, j'ai eu la sensation devant ce film d'arriver chez moi et puis d'enfiler mes charentaises, tu vois. Oui, j'en ai pas des charentaises, mais mais là, elles sont arrivées. Mais je suis dans mes chaussons, quoi. C'est-à-dire que c'est un cinéma agréable, comme tu dis, caméra à l'épaule, et dès le début du film, et ça va se poursuivre petit à petit, mais c'est vrai que dans le regard de la jeune Bailey, quoi, l'actrice principale du film, qui est interprétée par Nikia Adams, c'est André Arnold petite, on a l'impression, quoi. C'est-à-dire que elle éprouve depuis de nombreux films, et puis je pense que dans tous ces films, il y a des animaux. Il y a je pense que l'espèce animale est très importante, que ça soit à travers son documentaire, mais dans Fish Tank, on va retrouver un cheval, par exemple. American Honey, je me rappelle plus. Dans une banlieue, oui, alors American Honey, je m'en rappelle plus non plus, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des animaux. Bon. Elle a une fascination par ça. En tout cas, elle a une fascination pour les animaux, ce qui est encore plus le cas avec celui-là. C'est-à-dire qu'elle va les filmer de manière bien différente. Déjà, elle attaque. On commence le film. La petite est en train de filmer en fait un oiseau avec son iPhone. Image qu'on reverra à travers le film dans sa chambre. Plusieurs fois, et puis avec une belle photographie en plus. C'est toujours, il y a une élégance chez André Arnold à travers son côté punk, et puis elle s'occupe en général des délaissés de la société, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant, et il y a jamais un voyeurisme exacerbé, quoi. On pourrait être tenté d'être mal à l'aise, quoi, des fois, mais dans son cinéma, on le ressent jamais, en fait. Elle aime ses personnages. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais ça se ressent, quoi. Il y a beaucoup de sincérité dans son cinéma, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans celui-là en plus. Et là où c'est une répercussion, c'est que vu qu'elle aime les personnages, c'est qu'elle les nuance toujours. Par exemple, le personnage du père de Barry Keoghan, qui est détestable et à la fois vraiment adorable. Enfin, vraiment, il a des scènes où tu te dis. Et aussi dangereux parce que. Il y a une scène que je trouve magnifique quand il raconte à ses filles, c'est vraiment, il dit. Putain, j'en ai marre de vous avoir, mais je vous aime quand même. Genre vraiment, il y a ce dialogue, tu te dis. En fait, ça résume tout le personnage. Et puis bon, c'est la scène de fin qui m'a vraiment fait fondre en larmes, mais elle arrive vraiment à toujours les nuancer, sauf un personnage qui est un connard, mais lui, c'est un personnage tertiaire, donc c'est normal. Voilà, il va même servir pour le climax, mais à part ce personnage-là, elle arrive toujours à les nuancer et à montrer un petit peu. Qui ils sont, leur complexité, que c'est jamais, ils sont pas monocordes. Non, je pense qu'aussi elle aime les rendre grotesques pour les rendre plus attachants. Donc, et ça fonctionne avec Barry Keoghan justement parce que il y a des scènes, on n'est pas loin de penser que ça pourrait être un mari violent ou une personne dangereuse pour ses filles. Je pense qu'il est dangereux par moment parce que il a trop délaissé ses enfants. Monsieur a eu la paternité très tôt. C'est peut-être une réaction, c'est d'un père aussi qui est encore resté jeune en fait, hein, et qui a pas fini de grandir. Voilà. Donc tout ça pour dire que non, c'est un film magnifique. Il y a pas à dire. C'est vrai qu'il va être très haut au classement. J'espère qu'elle aura un autre qu'un prix du jury. Auquel elle est habituée. Moi, je pensais à un Grand Prix, peut-être. Moi aussi, je pense à un Grand Prix. Voir la palme, mais bon, c'est trop tôt pour dire une palme. Et il faut aussi noter, parce que, bon, c'est quand même important, c'est que elle s'autorise une part de fantastique dans son film, quoi. Oui, c'est vrai, on devait en parler. Et je trouve qu'il y a beaucoup de poésie. Et pourtant, il y a plein d'appels.
on voit venir la chose sans que ça soit grotesque. C'est empreint de douceur et de bienveillance. Et j'ai envie de dire que même les démunis, bah, on peut les voir de haut, quoi. Donc, dans cette société encore. Donc, c'est ça qui est beau. Il y a un beau message et ça semble sincère, quoi. Et aussi, on peut dire, pour conclure, que le film est vraiment porté par l'actrice principale, qui est celle qui interprète Bailey, qui est le personnage du film, le protagoniste, dont on suit tout à travers son regard, et qui est vraiment superbe dans les différents moments où elle a vraiment une partition assez dure à jouer par certains instants, et elle s'en sort très bien. Et enfin, c'était la petite note, c'est la seule note que je me suis pris durant durant le film. Et tu me dis si t'es d'accord avec moi. Ça a l'énergie d'un premier film avec l'expérience d'une réalisatrice confirmée. Ah oui, complètement. Bah, c'est bouillonnant les films d'Andrea Arnold, quoi. C'est très frais aussi, c'est une bouchée d'air frais. Donc, on sent que ça peut être à n'importe quel moment imprévisible, quoi. J'espère que du coup le jury saura le retenir pour la fin. Lui, je l'aurais bien vu, tu vois, plutôt en seconde semaine on relâche avec un petit Andrea Arnold et ça fait toujours. C'est vrai qu'il arrive très vite dans la compétition, quoi. C'est vrai que je l'aurais bien mis en deuxième semaine aussi. Je suis d'accord avec toi parce que il y a quelque chose dans son cinéma qui est quand même qui est hyper magique, quoi. C'est elle nous fait ressentir des émotions auxquelles on est habitué de retrouver chez elle et c'est toujours un plaisir. Nous allons devoir continuer avec un autre film avec un réalisateur qui va venir chercher des émotions très différentes d'Andrea Arnold. Ce réalisateur, c'est Yorgos Lanthimos, réalisateur de Canine, La Favorite, Mise à mort du cerf sacré et très récemment Poor Things. Là, il revient avec un film de 2h45, un triptyque, une sorte de quatrième dimension qui va nous raconter 3 fables autour d'un grand sujet. John, toi, tu sors de la séance, tu l'as vu ce matin. Toi, c'est. Oh, je vais pas dire la douche froide parce que déjà, tu t'attendais pas à quelque chose, donc c'est. Non. Après, moi, Lanthimos, c'est un peu je t'aime, moi non plus, quoi. Je suis pas fan de tous ces films. Je pense que l'un de mes préférés, ça va être Mise à mort du cerf sacré. Avec Barry Keoghan, qu'on retrouve. Voilà. Comme quoi, finalement. Bon, il était un peu plus jeune, mais ouais. Lanthimos, alors j'ai eu beaucoup de mal encore avec ce film-là. C'est-à-dire que ça durait déjà, surtout parce qu'on va expliquer quand même, c'est un film en 3 segments, donc bien différent, avec un début et une sorte de petit générique avec les noms qui s'étalent à la fin de ceux qui ont participé au segment. L'entrée en matière, le début de film est vraiment bien. La première partie, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire de ton que j'ai pas retrouvé dans ce film. Alors certes, c'est voulu parce que étant donné que c'est en 3 segments, mais le ton du premier me plaisait beaucoup. C'est vraiment une comédie noire, assez cinglante un petit peu. Mais parce que je le trouve particulièrement bien dialogué en fait, le premier en fait. Je trouve qu'il y a pas de mots superflus. Il y a plein d'expressions ou de phrases auxquelles je ne m'attends pas, en fait, tout simplement. En fait, le film, dans sa première partie, me surprend tout le temps. Et ça, c'est plutôt agréable, très franchement. Ce ton, ça pourrait presque ressembler à un épisode de Black Mirror, entre guillemets. Moi, je pensais plus à la 4e dimension. Tu vois, ouais. Bah, moi, je trouve qu'il y a un côté, un peu narcissique dans le personnage que joue... William Dafoe, qui est excellent dans cette première partie et je trouve qu'il s'éclipse un peu trop vite, quoi. Sa présence est moins importante, comme ses expressions sont moins importantes. Donc, ce qui est dommage, je trouve que sa présence au tout début, elle est très intrigante. Elle pourrait faire peur, mais je trouve qu'il pousse jamais assez loin. Ça aurait pu être un peu plus horreur, quoi, tu vois, pousser un peu plus. Et cependant, donc j'aime beaucoup cette première partie, comme je l'ai dit. Je la trouve beaucoup moins inspirée, c'est la deuxième partie. Et alors la troisième partie, c'est un long calvaire. Oui, c'est le plus ennuyant, c'est celui qui tire le plus en longueur et en plus il est vain contrairement aux 2 autres où tu peux te mettre quelque chose sur la dent. Ouais, puis j'ai l'impression que oui, on sait que t'es un bon metteur en scène, tu sais bien filmer, ça y a pas de souci. On l'a déjà vu que t'es un bon directeur d'acteur, parce que les comédiens pour la plupart tiennent la route, hein, franchement. Après il y en a pas un que j'ai envie de surélever, peut-être à la rigueur Jesse Pillman. Dans la première avec première et deuxième, Jesse Pillman il est parfait. Dans le troisième il est un petit peu en recul. Voilà, mais Emma Stone, elle a fait, c'est pas le rôle de sa vie, hein, très franchement. Hein, on va pas se gargariser là-dessus. J'espère que ce film ne sera pas du tout au palmarès, parce que pour moi, il a pas sa place, très franchement. Je pense que ce genre de film, j'aurais même dit, Lanthimos hors compétition n'aurait pas été dégoûtant. Parce que
Je trouve que c'est un de ces films mineurs. C'est beaucoup trop long. Je serais pas étonné. Alors, je sais pas quand. Ah ouais, non, il sort bientôt. Mais j'aurais pas été étonné qu'il coupe un peu, quoi. Tu vois? C'est pour te dire. Parce que franchement, non, j'ai pas apprécié le délire de notre grec préféré. À voir, parce qu'ensuite, du coup, pour avoir lu le dossier de presse, ce film, il a réalisé pendant la post-prod pour Things, ou la pré-prod, je sais plus. En fait, il voulait revenir un petit peu à la base de son cinéma, d'où le fait d'avoir appelé 100 ou ça, je sais plus, scénaristes avec qui ils avaient déjà collaboré sur ses précédents films et qui s'étaient perdu de vue le temps de 3 films à Hollywood. Et en fait, il voulait se retourner donc du coup dans des vrais décors, pas des décors studio. Donc Ah bah ça, c'est un vrai décor. c'est un film qui déjà est un peu plus simple, on va dire, que ses précédents, qui est beaucoup moins grandiloquent là-dessus. Après, cette idée de fable qui va être déclinée sur 3 films très différents les uns des autres, malgré tout, j'ai cherché un petit peu à avoir du sens. Alors, il y a 2 trucs qui reviennent. Dans le dossier de presse, et lui, il t'explique un petit peu, montrer comment la foi va influencer nos comportements et les dynamismes sociaux. Et en vrai, voilà. Je crois qu'il y a des dynamisme de groupe, tu sais. Ouais, un petit peu, si. Ça me fait marrer. Mais du coup, c'est vrai que les 3 films vont partir là-dessus. Parce qu'on dirait un DRH, le mec, c'est pour ça. Et surtout, en fait, pour moi, ce dont veut parler le film, c'est, avec l'expression « la fin justifie les moyens », c'est jusqu'à où sommes-nous prêts pour obtenir un résultat. Et le film va longuement tirer là-dessus, avec vraiment une comédie noire, vraiment mauvais garçon un petit peu. Comme toi, je te rejoins, la première partie m'éclate pas mal. La deuxième, un petit peu moins, mais j'aime bien par ces ruptures de temps très frontales. On parlait du passage de la vidéo, ou un truc très viscéral, ce qu'il va faire avec un personnage, je révèle pas qui, ou vraiment c'est un personnage qui va vraiment souffrir. Et c'est vrai qu'ensuite, tu as cette 3e partie qui, je pense, est la plus longue, ou en tout cas, c'est celle qui m'a le plus ennuyé, donc elle m'a paru plus longue, où là, tu te perds un petit peu. Alors, ça se rapproche plus, effectivement, de la foi, mais on perd un petit peu le sel que tu as dans ces 2 premiers trucs. Donc, soit tu nous fais un film en 2 parties, ça suffit, il fait 2 heures, 1h30, et tout le monde est content, soit, je sais pas, en fait. Mais c'est vrai que cette 3e partie me paraît clairement en plus ennuyante, et c'est vrai que pour un film qui fait 2h45, c'est vrai que celle-ci tire en longueur, donc voilà, un petit peu mitigé, enfin pour ma part mitigé, et toi un peu. Et pareil, hein, comme toi, mais je pense j'ai beaucoup moins aimé que toi. Mais après, il y a quand même des trucs qui auraient été intéressantes. C'est-à-dire que j'aime beaucoup quand il fait des digressions au niveau de l'humour, tu vois. Il aurait accentué un petit peu plus, tout en gardant cette noirceur un peu plus approfondie. Je pense que j'aurais encore plus adhéré. Et sans que ça soit en chapitre, parce que je pense pas que... Après, c'est lui qui l'a voulu pour le thème que tu disais. En fait, il disait qu'initialement, il avait une seule longue histoire, et avec son ou sa co-scénariste, ils se sont dit « Hey, en vrai, ça serait peut-être pas mal de le faire sur... ils ont parlé comme ça. Si vraiment, on faisait une idée de merde. C'est pas écrit comme ça dans le dossier de presse, mais en fait, grosso modo, ils se sont dit, viens, on le fait sur 3 histoires qu'on va décliner du coup. Donc, juste pour finir, moi, je suis pas d'accord avec toi. S'il devait gagner un prix, s'il devait en gagner un, ça serait pour Jesse Plemons, prix de l'interprétation, même si on a un candidat pas mal en face, mais on y revient juste après. Mais c'est vrai que Jesse Plemons, franchement, il est parfait dans, là encore, les ruptures de temps, les petites mimiques. Il est vraiment sciemment utilisé, donc vraiment plutôt bien joué. Maintenant, avant de terminer sur au Canada, on va faire un petit détour par la Roumanie. Plaisir, bien sûr. Oui, c'est bien la Roumanie, oui. Tout à fait. Oui, voilà. C'est la Roumanie. On fait un petit détour par la Roumanie. Parce que je reconnais bien ces rues. Donc, John, toi, tu as pu voir 3 km avant la fin du monde, un film qui, pour le moment, a des retours plutôt dithyrambiques. Et toi, tu te dis, ouais. Vous avez jamais vu un film de ce réal ou quoi ? Ouais. Non, mais j'avoue que... Non, mais... Il est détestable. Si vous saviez, chaque soir, il crache. Il est sur Twitter, il voit tous les retours, il dit, mais putain, mais il pense de la merde, voilà. Non, mais... Alors, après, moi, c'est peut-être parce que j'ai vu pas l'un de ses derniers films, hein, mais un film de 2017, si je ne me trompe pas, que ma mémoire est bonne, qui s'appelle Méda, et qui est disponible d'ailleurs sur Netflix. Voilà. Donc, idéal, comme ça, un peu de Cannes chez vous. Qui était intéressant, c'est-à-dire c'était une crise dans le village avec d'autres villageois et lui ayant une somme à payer, se retrouvant dans un certain inconfort parce que sa femme venant de mourir et la garde de sa fille est en problématique et on peut lui enlever la garde de sa fille. Voilà ce qu'on pouvait retrouver dans un de ses films sorti en 2017. Là, dans ce deuxième film, j'ai l'impression de retrouver les mêmes archétypes de son cinéma, ce qui n'est pas dérangeant en soi, mais
il n'y a pas grand-chose qui me surprend. C'est que ça soit, par exemple, dans la relation des voisins, c'est ce que je retrouvais dans le Méda. Que ça soit dans les dialogues, sa mise en scène. Son cinéma manque un peu d'audace. Alors certes, c'est pas du grand cinéma. Ça reste aussi un beau cinéma. Je dis pas le contraire. Mais par rapport à d'autres réals qui sont aussi en compétition, je trouve que c'est un peu faible en fait. Son film manque un peu plus de corps, même si les interprètes sont top et ce qu'il décrit, c'est intéressant. C'est quand même le problème, c'est qu'un soir, un jeune homosexuel dans les rues roumaines, dans une campagne roumaine, va se faire fracasser et rentre chez lui. Et son père, il va aller porter plainte ensuite. Ce qui en découle évidemment une histoire avec les voisins et plein d'autres gens autour. C'est un film trop fragile pour moi pour être en compétition, tout simplement. Je pense un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, qui n'est pas en compétition quant à lui, Much Love d'Abel Yayouch, aurait mérité d'être en compétition. Mais par vue, je pense que c'est encore un peu juste. Merci John d'avoir fait ce petit détour. Maintenant, nous allons... alors, nous restons du coup en compétition. C'est vrai que celui-ci était en compétition, mais j'étais complètement passé à côté. Nous allons terminer avec le retour de Paul Schrader. Alors, retour, bon, il a sorti un film l'année dernière avec Au Canada. Film, on peut le dire, hein, limite testamentaire, parce qu'il va raconter la fin de vie d'un grand réalisateur, d'un grand documentariste qui mène son ultime interview où il va revenir sur sa vie en tant qu'homme et un peu cinéaste, mais surtout en tant qu'homme, interprété par Richard Gere. Toi, John, c'est ton immense coup de cœur de... Ouais, pour l'instant, c'est un immense coup de cœur. C'est quand même dingue de voir un film de ce monsieur, hein, Paul Schrader, qui est quand même le scénariste donc, de Taxi Driver et entre autres, voilà, pour sa légende, entre guillemets, c'est ce qu'on pouvait marquer sur sa pierre tombale. C'est un très grand scénariste, Paul Schrader. Et c'est aussi un grand cinéaste. Ouais, qui a commencé juste après Taxi Driver avec Blue Collar, qui est d'ailleurs le seul film que j'ai vu de lui. Et donc, du coup, j'ai vu son premier et son dernier film, c'est ça, les deux trucs que j'ai de sa filmographie. Non, mais c'est bien, déjà, c'est bien. Quoi. Il te reste beaucoup à rattraper. Ouais, mais je te rassure, comme moi, hein, surtout en tant que cinéaste, j'ai pas tout vu de Schrader. Et j'ai pas vu Schrader et les 3 Tortues Ninja, par exemple. Tu vois. Et 104 en plus. Le gars, il veut se faire passer pour un geek, il sait même pas combien il y a de Tortues Ninja. Bon, allez. Oui, 3, bah oui, oh là là. Non, alors, Au Canada, c'est un film qui m'a surpris, en fait, par son ton et par plein d'aspects techniques. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film en termes de découpage et de mise en scène et de photographie juste somptueux, en fait. Il y a des changements, il y a le travail sur la temporalité qui est assez impressionnant. En fait, on est Richard Gere dans le film, c'est-à-dire qu'on est quand même... on est un peu perdu, nous aussi, quoi. C'est-à-dire sur les anecdotes qui sont plus ou moins vraies. Et il joue avec aussi le cadre et la couleur par rapport à ça. Ah oui, bien sûr. Il joue avec le cadre et puis c'est un document. Enfin, le ratio plutôt. C'est un documentaire dans un film. Donc la belle surprise, je pense, c'est surtout son casting et comme dire, Richard Gere est juste exceptionnel. Vraiment, pour moi, c'est la plus belle prestation. Alors j'ai pas vu, on est très loin de la fin de la compétition, hein, évidemment. Mais j'imagine pas un seul instant que Richard Gere ne soit pas aux Oscars. Ça me paraît inconcevable. Parce que je le trouve exceptionnel. Tout en retenue, vraiment, il arrive à avoir la pertinence. C'est incroyable parce que Schrader joue avec la mise en scène de son propre film donc, et avec aussi ses propres acteurs. C'est-à-dire que selon les temporalités, les acteurs vont changer, mais... pas forcément physiquement. Voilà, Jacob Elordi, qui joue donc notre protagoniste plus jeune et qui se perd dans la temporalité parce qu'on va retrouver Richard Gere à son époque, par exemple. Donc, en fait, j'ai l'impression que Schrader aime par-dessus tout nous laisser dans le flou dans ce film. Toujours cette sensation de se sentir un peu perdu, comme Richard Gere, quoi. Et on comprend où il veut en venir. Moi, dans ce film-là, pendant tout le film, je me suis dit, il y a quelque chose de grave qui va en découler et que je vais être surpris. Eh ben oui, j'ai été surpris. Je peux rien spoiler, évidemment, parce que ça serait dommage, mais moi, c'est un film qui m'a constamment surpris
de son début à sa conclusion, quoi. Je le trouve mélancolique. C'est une nouvelle fois, il prend la route de la rédemption à travers ce film, quoi. C'est une sorte de film comme on peut appeler par les grands réalisateurs qui depuis maintenant, je dirais depuis Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino en 2019. Si c'était leur dernier film, est-ce qu'on pourrait se souvenir d'eux comme ça? Oui. À travers ce dernier film? Eh ben, je dirais que oui, quoi. Si c'était le dernier de Shredder, ça me ferait chier, évidemment, mais par contre, je pense que je serais pas prêt de l'oublier. Ne loupez pas quand il sortira au cinéma, parce que je pense que c'est un des plus grands films, avec comme Bird, de l'année, et c'est un film important, parce qu'il y a une vitalité dans ce cinéma qui fait vraiment plaisir à voir. Oui. Parce que c'est vraiment les cinéastes qu'on parle. On peut citer évidemment Spielberg, on peut citer Paul Thomas Anderson. Bon, Paul Thomas Anderson, il reste quand même jeune, et en vrai Tarantino aussi, mais ce sont des cinéastes qui se rendent compte qu'ils sont un petit peu, qui arrivent sur la fin, Scorsese évidemment avec The Irishman, et donc ils se posent des questions sur quelles traces ils vont laisser. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, outre la mélancolie et vraiment c'est pas vraiment la douceur, c'est vraiment la mélancolie qui correspond le plus. C'est en fait toute sa réflexion autour du médium cinématographique, et à travers la recherche de vérité, le réel et la caméra. Il dit cette phrase que je trouve superbe, c'est que même si vous ne croyez pas en Dieu, quand vous priez, vous dites la vérité. C'est et magnifique, lui, ça. et il va ensuite faire un parallèle avec le cinéma en disant, moi, pour dire la vérité, je ne dirai la vérité qu'en présence de ma femme, donc interprétée par Uma Thurman, et la caméra. Et justement, en fait, il y a constamment cette question de qu'est-ce que la vérité? Est-ce que la vérité, on peut la déceler à travers la caméra? Quelle image moi-même je vais renvoyer à travers ces souvenirs, que à un moment on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce qu'il n'est pas en train d'inventer des choses? Et vu qu'en plus ils sont tout le temps en flashback, on a l'image concrète, mais est-ce que l'image qu'on nous voit est réelle? Est-ce que c'est pas Richard Gere en tant que réalisateur qui est en train de manipuler? Et donc là, le parallèle avec Paul Schrader, qui lui aussi, le cinéaste, est-ce que à travers le personnage de Gere, il n'est pas en train de nous essayer un petit peu de parler de lui, et donc justement on est perdu à travers les images. Moi j'aime comment il brouille cette réalité, et aussi là où est-ce que Paul Schrader va se retrouver, c'est non seulement en Richard Gere, mais aussi à travers cette équipe de cinéastes qui vont essayer de filmer ce réalisateur qui est sur sa fin de vie, et dont tu sens qu'il y a un côté voyeuriste. Et Paul Schrader, en nous filmant lui-même la fin de vie d'un cinéaste, et dans une sorte de voyeurisme. Donc en fait, il parle de lui à travers tant Richard Gere que l'équipe de cinéma, en s'interrogeant sur quel est mon rôle en tant que cinéaste, et est-ce que la caméra m'a permis vraiment de déceler des choses, d'autant plus que le personnage est un documentariste, donc le rapport à la vérité et à la force politique d'une image, il connaît bien. Donc c'est hyper pertinent d'avoir ce genre de réflexion et de l'insérer dans ce dispositif et dans cette vie. Donc voilà, je suis peut-être le moins dithyrambique de la coloc, parce qu'on a tous aimé le film ici. J'ai pas versé ma petite larme, mais par contre, c'est un film vraiment, en retenue tout du long. C'est pas crépusculaire, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. C'est un film crépusculaire, limite testamentaire. Et voilà, donc si vous aimez Shredder, on vous encourage vraiment à le découvrir. Et même si vous connaissez pas, voir un cinéaste parler de lui-même, même s'il va jamais l'avouer, bon voilà, ça se prend par les sentiments, d'autant plus qu'on est loin du trip égocentrique. C'était une belle manière de finir la journée d'hier, je trouve. Tout à fait. Voilà, c'est terminé. Merci John d'être revenu parmi nous. Avec Voilà. plaisir, T'es celui qui est revenu le plus vite des invités. Je pensais avoir Margot. Margot arrivera bel et bien au bout d'un moment, que vous puissiez entendre sa voix. Donc voilà, on espère que les films dont on vous a parlé vous donneront envie, sachant que, j'en profite pour le dire maintenant, Bird fait partie de la sélection que certains cinémas pâtés vont diffuser des films de Cannes en avance, et Bird fait partie de la sélection, donc voilà, au Canada je ne sais plus s'il y est, mais voilà. Non, je crois pas. Mais en tout cas, foncez voir Bird, c'est le film sur lequel on est vraiment tous les deux, en tout cas le plus haut avis. Nous, en attendant, on se retrouve demain, j'espère plus tôt, pour le Audiard. Pour le Audiard, Emilia Pérez, probablement Les Femmes au balcon, et on va parler de Patricia Mazui, et j'aurai des choses à dire sur ce film. Bref, en attendant que l'on revienne, allez voir des films, et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Des gros bisous et à demain. Salut! Bonne soirée! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.